Bien, bonjour à tous et à toutes. Un grand merci au trio de tête de l'ESF de leur confiance pour cette animation. Alors en effet, je suis universitaire, mais heureusement pas que, parce qu'autrement, ça serait très ennuyeux. Et c'est vrai que j'ai développé avec une de mes doctorantes le concept de RSU, responsabilité sociétale des universités. Je veux dire, les universités sont quand même celles qui forment tous les jeunes. Et ça, c'est un peu dommage qu'on ne mette pas plus l'accent. Il y a beaucoup de choses de faites, mais pas assez, à mon sens, pour les former à cette durabilité dont on va parler, mais dès leurs études. Et ça devrait se faire aussi au lycée, au collège, etc. Mais bon, c'est un autre sujet, peut-être une autre table ronde, à un autre moment. Alors, j'ai l'honneur d'animer, et je vais vraiment prendre très peu la parole, cette table ronde, sur un thème qui fait un peu sujet de bac, durabilité, quel business model pour quelle entreprise. Donc, on va le faire en 4 parties, comme je vous l'ai proposé. Et c'est vrai que c'est un sujet passionnant. L'idée, c'est que vous témoigniez. C'est vraiment être des grands témoins de ce qu'on fait. Ce n'est pas l'idée de ce qu'on pense. Voilà, c'est la différence entre j'aimerais bien, je suis pour, mais vraiment comment j'agis. Et vous êtes tous des acteurs, des doers, comme on dit en anglais. Et c'est ça qu'on a envie d'entendre. Et puis, on vous laissera bien sûr la parole pour échanger, poser des questions. L'idée, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire quand je suis à Air France, dans une banque, etc., alors que je ne suis pas dans la distribution, qui est quand même largement représentée aujourd'hui. Voilà, je mettrai simplement cette table ronde sous le signe d'une phrase de Michel Serres, que j'adore, qui était un philosophe que j'ai souvent entendu, et qui disait « Ce qui dure, c'est ce qui est doux. Seul le doux dure. » Voilà, durabilité, c'est dur, c'est rigide. Mais moi, ce que je dis toujours, ce qui dure, c'est le doux, c'est le soft. Et c'est ça peut-être aussi qu'on va voir avec vous, c'est comment on peut être malin, saisir les opportunités, s'adapter et pas être rigide quand on veut être durable. Donc seul le doux dure. Voilà, donc je vais vous demander de vous présenter chacun en quelques mots, et puis peut-être votre entreprise, c'est qui le patron, Carrefour, et puis toi, Benoît, peut-être quand même nous parler en tant qu'école aussi, parce que j'ai parlé de l'université, mais les écoles. Et puis voilà, déjà on va faire ce premier tour. Alors peut-être honneur... je suis beaucoup pour l'égalité femmes-hommes, mais enfin bon, quand même. Voilà. On va quand même faire honneur à Julie et Romane pour C'est qui le patron, et puis peut-être vous, votre fonction au sein de C'est qui le patron. Très bien. Merci beaucoup Isabelle, et merci à ESF de nous recevoir aujourd'hui. Je porte bien le micro là, c'est bon? On m'entend bien? Moi, je suis Romane, donc je travaille chez C'est qui le patron depuis 3 ans et demi sur les sujets juridiques pour notre démarche. Je suis surtout et avant tout sociétaire à temps plein. On vous expliquera un petit peu plus tard ce que ça veut dire sociétaire. Donc voilà, on est une coopérative de consommateurs et Julie à mes côtés est également sociétaire à temps plein. Donc bonjour à tous, donc moi c'est Julie Lévesque, je suis arrivée chez C'est qui le patron plus récemment, en octobre, donc ça fait seulement quelques mois, et je suis issue du milieu agricole, donc aussi touchée par tous ces sujets, et je travaille plus spécifiquement sur le développement des fruits et légumes. Vous connaissez peut-être C'est qui le patron pour la brique de lait, on arrive avec d'autres produits et le soutien à plus de producteurs dans les mois à venir. Alors peut-être en 2-3 mots, C'est qui le patron, voilà. Parce que c'est quand même pas c'est très connu, j'imagine, par tout le monde. Ouais. Mais donc C'est qui le patron, c'est une démarche, c'est une coopérative de consommateurs, c'est la première marque de consommateurs. Pour refaire rapidement l'historique, c'est né en 2016 lors de la crise laitière. On a des producteurs de lait partout en France qui étaient vraiment dans des situations, et c'est toujours le cas, vraiment catastrophiques. Il y a 80 familles de producteurs dans l'Ain, qui produisaient du lait et qui livraient une laiterie en Italie à un prix vraiment dérisoire. Le président de la coopérative, Martial Darbon, se sentait responsable, avait la responsabilité de ces familles qui perdaient de l'argent tous les jours. Et donc, il a commencé à mettre des flyers un peu partout pour... essayer de trouver une solution et dire voilà, aujourd'hui on perd de l'argent, dès qu'on allume la machine à traire c'est 120 € tous les jours qu'on perd, mais on a du vivant, c'est notre métier, on continue à le faire malgré tout. Et en fait les planètes se sont plutôt bien alignées. À ce moment-là, Nicolas Chaban réfléchissait à une démarche de consommateur pour recréer du lien entre les producteurs et les consommateurs, et puis
ce flyers là qui a été distribué partout pour raconter leur histoire et dire on est des producteurs, on fait un beau métier mais on s'en sort plus, est arrivé dans un magasin Carrefour. C'est remonté chez Carrefour au régional et puis au national. Et en fait, Nicolas parlait déjà un petit peu avec Carrefour. Enfin, il y avait des liens qui s'étaient faits. Et il y a cet alignement de planètes qui s'est fait entre Carrefour pour distribuer des produits, le groupement de producteurs, Nicolas Chaban pour coordonner ceci et puis créer cette première marque de consommateurs. Et puis surtout la laiterie LSDH, donc avec Emmanuel Vasnex, qui pouvait embouteiller ce lait. Et en 4 mois, on a mis du lait dans les rayons à un juste prix, puisque pour revenir un tout petit peu en arrière, on a mis tous ces gens autour de la table et on a demandé aux producteurs mais combien il vous manque aujourd'hui vous êtes payé, je crois que c'était 22 centimes à l'époque, par cette laiterie italienne. Combien il vous manque pour justement vivre de votre métier? Et en fait, c'était 8 centimes. Donc on consomme en moyenne 50 litres de lait par personne en France. Donc ça faisait 4 € par personne à rajouter pour pouvoir faire vivre ces producteurs. Et c'était je pense, ce chiffre un peu lunaire où on s'est tous dit mais on est capable de le faire. La plupart des gens sont capables de le faire. Et donc voilà, il y a eu des bonnes personnes et les bons distributeurs, les bons partenaires pour créer cette marque. Et voilà. C'est qui le patron ou la patronne? On en reparlera de façon, mais merci. Donc c'est assez récent. Alors on va, puisque vous avez tendu la perche, alors il a aussi un micro, donc vous partagerez. Voilà, à Carrefour. Donc Louis Laurent, alors vous avez un titre, Executive Training and Competencies. Je ne sais pas si ça tient sur une carte de visite, hein, modèle, voilà, directeur, voilà. Vous allez, alors. Présenter Carrefour, peut-être. Non, je ne vais pas présenter Carrefour. Je pense qu'on va gagner du temps. On va plutôt aller sur le sujet. Donc, effectivement, vous avez été créé, je crois, en 2016. Et je crois que d'ailleurs, le partenariat date de 2016, dès le début. J'ai retrouvé ça. Et moi, je suis arrivé donc, dans une grosse épicerie, donc en l'occurrence Carrefour, en 2017. Et voilà, donc je travaille au sein de la DRH, je suis directeur de développement RH et je m'occupe en particulier de l'université groupe et des top talents au niveau du monde, les personnes qu'on va nommer comme au sein des différents comités exécutifs des différents pays. Voilà. Voilà, parce que la durabilité, c'est le pilier environnemental dont on va parler, mais c'est aussi ce pilier social et sociétal, et vous êtes plus engagé sur cette question des collaborateurs, évidemment, et puis on parlera bien sûr des clients. Hein, parce qu'autrement, sans les clients, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui survivent. Hein. Alors, Benoît, tu es professeur senior. Ouais, c'est le privilège des cheveux gris. Voilà. Non, ce qui veut dire que tu as une habilitation à diriger les recherches, que je salue. Et tu à l'école de management de Grenoble, tu as eu une autre vie avant. Et peut-être te présenter 2 mots sur peut-être l'école quand même et ton activité de consulting. Et puis je te demanderai de commencer à nous parler, de planter un peu le sujet de la durabilité, voilà, de façon un peu historique, on va dire. Dans quoi on s'inscrit? Grenoble École de Management, donc effectivement une école qui a été pionnière quand même sur ces sujets, parce que moi j'ai été formé par une dame qui s'appelle Annie Munoz en fait, qui était prof de marketing des services en fait. Et j'ai attrapé le virus avec elle il y a fort longtemps. Et donc développer des enseignements autour de ça, puis des bouquins. Premier en 2007, du management au marketing des services avec Charles Détandy à l'époque. Et pour la petite histoire, en 2007, on était les premiers à parler de symétrie des attentions, devenu depuis une marque déposée, c'est comme ça. Mais il n'en demeure pas moins que l'idée qui est derrière a été assez centrale dans la transformation de beaucoup d'entreprises et bien évidemment au cœur du modèle en fait, de l'association Esprit de Service France. Et je remercie Maryse et l'association de m'avoir invité aujourd'hui. Et merci Isabelle. Très honoré, très fier d'être avec vous. Et donc le marketing des services, c'est un peu ce socle en fait, hein, on va dire conceptuel et méthodologique à partir duquel on a considéré qu'on pouvait travailler sur ce sujet qu'on appelait effectivement à l'époque la culture de service. On en parle moins maintenant, c'est un peu dommage. On dit, enfin, tu l'as dit, hein, on dit expérience client collaborateur, CX, EX, enfin des trucs, moi je comprends plus rien. Mais in fine, esprit de service, ça continue à me parler. Culture de service, je trouve qu'on n'en parle plus trop, mais c'est dommage parce qu'il y avait le mot culture. Et tu l'as dit aussi, on est en 2025 et ça reste une transformation culturelle. C'est-à-dire que hier, je remettais un certificat, c'est ce qui fait parce que je suis à 20% à l'école aujourd'hui, un certificat qui s'appelle la culture de service 2 points, levier de transformation des offices. Et c'est les offices publics de l'habitat, donc c'est le monde HLM. Et je remettais les certificats à nos participants. Et en fait, en 2025, ça reste un sujet de transformation culturelle.
et pas que dans les offices publics de l'habitat. Donc je trouvais que le mot culture de service, je le trouve plus intéressant. Pour répondre aussi à ta question de la durabilité, en fait, c'est un sujet qui me touche parce que moi, j'ai co-signé un papier avec une collègue de l'école, Caroline Gauthier, en 2013. J'ai retrouvé et relu le papier. C'est dans une revue qui s'appelle Management et Avenir. Et en fait, on s'était rendu compte à l'époque, en faisant une revue de littérature, qu'en fait, personne parlait de service durable. C'est-à-dire d'accoler le mot service et durable, ça n'existait pas. Et même dans le monde anglo-saxon. Il y avait des travaux, ça fait une vingtaine d'années maintenant, on a retrouvé les travaux de Jacques Loriol notamment et de François Maillot à l'époque, donc dans les années 2005, qui ont commencé, donc il y a 20 ans, les premiers à théoriser un petit peu ce lien entre un service et le développement durable. Mais sans aller quelque part, curieusement jusqu'au bout, de se dire, si on accole service et durable, qu'est-ce que ça signifie? Et donc nous, on a proposé une définition, elle vaut ce qu'elle vaut, peu importe, mais en fait, en tout cas, l'idée, c'était de se dire, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un service durable? Un service durable, c'est un service qui peut être à la fois dans la manière qu'on a de délivrer ce service, et donc finalement toutes les conditions qui sont nécessaires pour aboutir à ce service. Pour un hôtelier, par exemple, c'est de faire en sorte, et vous le savez très bien depuis très longtemps, nous inciter à utiliser moins de serviettes et moins d'eau, et de travailler par exemple sur des certifications autour de l'environnement, mais c'est aussi le résultat en tant que tel. Et là, c'est plus difficile de travailler bien sûr sur le résultat durable du service. Et donc, c'était de se dire, c'est une manière de travailler ce sujet-là, c'est de travailler soit sur les conditions qui permettent d'aboutir au service, soit sur, finalement, l'output, le résultat en lui-même. Donc ça, c'était déjà une première conceptualisation. Puis après, c'était aussi de se dire, au fond, la plupart des marques à l'époque travaillaient essentiellement sur la dimension environnementale. On omettait un petit peu la dimension humaine, la dimension sociétale. Et je me souviens de réflexions où on se disait, mais au fond... pourquoi pas avoir demain une étiquette quand on pousse la porte d'une enseigne et se dire ici on traite bien les gens, quoi. Et c'est bien, je disais aux gens, c'est bien d'acheter du café issu d'une marque que je ne citerai pas et d'un label que je ne citerai pas, où on prend soin des producteurs et on prend soin de la planète, mais si c'est distribué dans des points de vente où on ne prend pas soin des collaborateurs, ça n'a aucun sens. Et donc, comment on va ou pas au bout de cet exercice qui consiste à prendre soin de la planète et à prendre soin des gens aussi. Et pas simplement des producteurs, mais aussi de celles et ceux qui, au quotidien, en fait, servent ce type de produit-là. Et ce qui est intéressant pour faire le lien avec vous, et je vous écoutais attentivement, c'est que c'est un écosystème. C'est-à-dire qu'au fond, les grandes innovations qui ont pu naître ces dernières années le sont souvent à la confluence d'acteurs publics, parfois aussi, privés, mais parfois aussi publics et privés, pour arriver à faire des choses un petit peu novatrices. Donc voilà, très rapidement, peut-être Isabelle, juste pour resituer un peu le sujet comme tu me demandais. Merci. Alors c'est vrai que c'est dans un monde de zapping, où on est dans la rupture tout le temps, cette question de durée, d'être pérenne, quelque part on en rêve. Garder les collaborateurs, garder les gens motivés, garder des liens. D'ailleurs on parle de vision écologique des fournisseurs, par exemple. Garder la planète, les ressources. Il y a vraiment un paradoxe auquel on est tous les jours confrontés nous-mêmes. Et c'est pas en ce moment que c'est facilitant. La deuxième chose que je retiens, et du coup on va pouvoir, c'est qu'en fait il n'y a jamais un service pur ou un produit pur. On est toujours dans l'idée d'un axe produit-service. Et que l'idée, c'est qu'on vend des solutions. On vend des solutions. Le produit le plus basique, je sais pas, du gros sel, on va pouvoir ajouter une petite recette de cuisine qui va donner du service. Et puis le service le plus pur, on va essayer de le matérialiser. Je pense au Smartbox, qui avait été quand même un concept qui a fait d'ailleurs la fortune de quelqu'un, c'est matérialiser le service. Et moi, je suis dans le service, avec l'enseignement, l'assurance est dans le service. Et on sait qu'il y a toute une catégorie de services, dont les fameux services de croyance. Un service de croyance, c'est quoi? C'est savoir si ce service était bien ou pas, mais sur la base de quoi? Est-ce que la chirurgie esthétique est réussie ou pas? Et ça, c'est le chirurgien qui pense que le nez qu'il a refait est bien, alors que le patient va être très mécontent, ou le contraire. C'est ce qu'on appelle les services de croyance. Et on est toujours dans la solution, et vous allez nous en parler. Et ce que je voulais aussi ajouter, et sans vouloir faire ma prof, c'est la symétrie des attentions. Donc en effet, qui a été labellisé, on s'en fout. Mais c'est qu'en gros, l'idée, c'est que pour avoir des clients heureux, pour avoir des clients qui vivent une belle expérience client, parce que c'est quand même le mot maintenant, il faut quand même des salariés qui soient à peu près à l'aise, heureux eux-mêmes, et qu'en effet, il faut pas l'oublier. Et puis,
la multiplication des parties prenantes. Parce que c'est vrai qu'on parle client, on parle fournisseur, ça c'est assez simple. Mais après, il y a tout le reste, et tu parles d'écosystème. L'écosystème, il est environnemental, mais il est aussi économique. Donc du coup, une fois qu'on a dit un peu ça, je vais me tourner vers C'est qui le patron, et puis je vais vous demander de dire, vous, pour durabilité, peut-être de façon très, très, très concrète, comment ça se matérialise depuis bientôt 10 ans. Alors vous avez que 9 ans, hein, plus jeune. Voilà, c'est pas encore 10 ans. Vous avez 9 ans. Comment ça se concrétise justement par rapport aux fournisseurs, par rapport que vous avez, mais aussi les clients, la distribution, etc. Donc je vous laisse nous exposer ça. Nous, la durabilité chez C'est qui le patron, c'est envisagé avant tout sous le prisme du soutien aux producteurs. D'apporter une juste rémunération aux producteurs. Pourquoi ? Pour lui permettre tout simplement de vivre dignement de son métier. Mais aussi, puisqu'il va mieux gagner sa vie, c'est de le dépenser et donc d'apporter de la valeur au niveau local. C'est aussi protéger finalement les métiers périphériques à son activité, parce qu'il y a le producteur, mais il y a aussi les vétérinaires, les techniciens, tous ces métiers qui cohabitent ensemble. Et puis, c'est également permettre à d'autres producteurs de s'installer. Et c'est peut-être là l'enjeu principal aujourd'hui, parce que malheureusement, nos producteurs, ils disparaissent. C'est Eric Orsena qui dit des fermes qui ferment, c'est terrible. On est à un petit peu moins de 400 000 fermes aujourd'hui en France, quand on en avait 1 700 000 en 1970. Et un autre chiffre qu'on aime rappeler, c'est que là, la moitié de nos producteurs vont partir à la retraite d'ici les 8 prochaines années. Donc comment on fait pour avoir encore des producteurs en France et garantir notre souveraineté alimentaire et savoir ce qu'on achète. Alors, comment on fait concrètement ? Allons-y. Donc, vous portez toutes les deux un projet spécifique. Vous pouvez nous le décrire ? Donc, alors, le modèle ou... comme vous le souhaitez. Alors, le modèle, on y va. Ça marche. La manière dont on fonctionne chez C'est qui le patron, et c'est pour ça qu'on est une coopérative de consommateurs, c'est, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur notre site ou si vous avez déjà fait le questionnaire en ligne. En fait, on met à disposition de tous un questionnaire et n'importe qui peut aller voter. On parlait d'être sociétaire tout à l'heure, c'est pas nécessaire pour voter. Et donc, on établit en tant que consommateur le cahier des charges pour savoir ce qu'on veut trouver dans nos rayons, tant d'un point de vue qualité du produit, rémunération du producteur, ça prend en compte plusieurs questions. Et à chaque fois qu'on vote, si je veux un lait d'origine France ou Union européenne, le prix va évoluer. À la fois la rémunération du producteur, mais aussi le prix en rayon auquel moi, consommateur, je vais acheter ce produit-là. Et donc, quand on vote en ligne, je pense qu'on peut parler de durabilité parce que c'est sur le long terme. En fait, on vote pour un produit, on sait exactement ce qu'il y a dedans. Il y a une transparence qui est forte, une co-construction entre les producteurs. Ce questionnaire, il a été établi. Alors, c'est ce que je fais, moi, chez C'est qui le patron, d'aller chercher les coûts de production, de bien comprendre les charges des producteurs, mais aussi de l'industriel, pour que tout ça ce soit juste et que tout le monde gagne sa vie. Donc en ce moment, on peut, et en parlant de durabilité, pour un autre projet concret, ce que moi je fais spécifiquement, c'est les fruits et légumes, puisqu'on a été sur la crèmerie très longtemps, on soutient encore ces producteurs-là, mais aujourd'hui, comme c'est un modèle durable, on a la possibilité d'aller aider plus de producteurs. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une cerise C'est qui le patron en rayon depuis quelques semaines. C'est une période très courte, c'est seulement 2 mois. Et donc, on a effectivement voté pour ce cahier des charges et on soutient des producteurs près de Lyon. Et vous avez les pommes. Moi, j'ai répondu aux pommes. Oui, merci. Par contre, il y avait les échalotes et les oignons, mais je me sentais moins concernée, donc je n'ai pas fait. Mais c'est vrai que c'est un storytelling, c'est très concret, c'est très... Et on peut vous dire pour chaque producteur pourquoi les pommes, en l'occurrence, sont des producteurs dans les Hautes-Alpes qui font de la pomme golden. Et aujourd'hui, sont des jeunes qui reprennent les exploitations et qui sont des exploitations très vieillissantes parce que la génération précédente n'a pas replanté. Parce qu'en fait, eux avaient une situation où ils vendaient plutôt correctement leurs pommes, donc ils n'ont jamais vraiment envisagé l'avenir. Et donc aujourd'hui, on a des exploitations qui sont très vieilles avec des arbres vieux. Et ça veut dire des pommes petites, de mauvaise qualité, qui ne répondent pas aux critères de la grande distribution. Et des fruits moches, voilà. Mais qui sont très bons quand même. Voilà. Pas plein de flotte. Si on veut faire une bonne tarte aux pommes ou une bonne compote, il vaut mieux ça. Alors, vous avez dit être sociétaire. C'est peut-être vous qui allez nous parler de justement comment on est sociétaire et quel est le business model, qui est quand même très innovant. Oui.
Alors, pour devenir sociétaire, donc nous, avant tout, on est une coopérative de consommateurs. Donc, on rassemble un peu plus de 16 500 consommateurs qu'on appelle des sociétaires, qui sont tout simplement des consommateurs un petit peu plus engagés, qui n'achètent pas simplement les produits, mais qui viennent aussi se mobiliser concrètement sur le terrain par des animations en magasin, par des visites sur les lieux d'exploitation pour vérifier que le cahier des charges qu'on a co-construit tous ensemble, eh bien, il est bien respecté à la fois par nos producteurs, mais aussi par nos partenaires fabricants qui fabriquent selon les critères de notre cahier des charges. Concrètement, il faut mettre combien pour être Concrètement, il faut mettre 1 euro symbolique pour adhérer à la coopérative. Voilà. Donc, on vous enjoint, je l'ai fait. Vous pouvez tous... entrer dans notre coopérative, ça se fait, l'adhésion se fait directement sur notre site internet. Il suffit de renseigner nom, prénom, adresse mail, et voilà, et c'est parti. Et peut-être juste terminer, ce qui était intéressant de dire sur la durabilité, je voulais juste revenir là-dessus, c'est que en face de ce questionnaire, donc quand on choisit pour les critères de nos produits, on a en face de ça un prix voté conseillé en rayon. Donc en fait, on fait nos choix en toute connaissance de cause, en mettant nos ambitions de qualité. Avec finalement ce qu'on est prêt à payer pour ce produit. Et donc, on assure par là aussi la viabilité de notre modèle parce qu'on s'assure que le produit, il fonctionnera dans les rayons. Et à la fin du questionnaire, vous avez d'ailleurs une petite question qui vous est posée qui est, voilà, on vous rappelle tous les critères pour lesquels vous avez voté et est-ce que vous vous engagez sur ce cahier des charges-là et à ce prix conseillé d'acheter ce produit dans les rayons, oui ou non. Et voilà. Et donc, quand le produit sort, en fait, on s'assure quand même derrière que les consommateurs, ils sont prêts à l'acheter à ce prix-là. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, la fin du mois, c'est important. Et la notion de prix, même si on a, c'est ce qu'on dit en marketing, la différence entre attitude et comportement. Oui, j'aimerais bien acheter un peu plus cher et ça serait bien. Mais dans la réalité, quand je sors la carte bleue, je préfère que ça coûte moins cher. Donc, c'est important, ce petit effort, mais qui était en effet très léger, vous le dites. Et la notion de juste prix qui est intéressante, parce que ça ne veut rien dire, juste prix, ça veut tout dire et rien dire. Donc du coup, je vais passer la parole, à moins que vous vouliez ajouter. Non, je vais passer la parole à Carrefour, vous n'êtes pas Carrefour, mais vous incarnez l'entreprise Carrefour. De toute façon, un Carrefour, quand on n'a pas 10 ans d'ancienneté, on n'est pas un vrai Carrefour. Quoi. J'ai 7 ans, donc c'est la donc je suis considéré comme un bleu. Pour l'instant. Donc, alors, Carrefour, comment, d'abord, peut-être nous parler de ce lien avec un fournisseur, parce que vous en avez beaucoup, et ce fournisseur un peu particulier. Et puis ensuite, vous, ce que vous développez concrètement dans l'entreprise, qui est assez spécifique par rapport à votre talent. Responsabilité. N'exagérons rien non plus. Alors, effectivement, si on prend ce que j'ai bien retenu de la définition de la durabilité, on peut le prendre sous 3 angles. Alors, le premier, je vais l'évacuer assez rapidement parce qu'il est connu, c'est l'angle de l'environnement. Et là, sur cet aspect-là, donc la mission de Carrefour, c'est être le leader de la transition alimentaire pour tous. Ça veut dire, grosso modo, pour le traduire, faire proposer du bio et du local. Alors, j'insiste pas beaucoup parce qu'on communique beaucoup là-dessus, même si c'est pas que la communication, puisque concrètement, Carrefour est le premier vendeur de bio en France. Et évidemment, ça se traduit dans les process, puisqu'on a plus de 400 camions qui roulent au biométhane. Voilà, tout ça est archi connu. Donc, je passe peut-être au deuxième aspect de la définition, qui est l'aspect sociétal. Alors sur l'aspect sociétal de la durabilité, on a déjà, je dirais, creusé le sujet ce matin en parlant de bien-être au travail. Et là, je suis toujours un petit peu gêné par rapport à ça, puisqu'effectivement, alors moi, je pourrais citer 1000 initiatives qui sont prises à Carrefour, et comme dans la plupart des groupes du CAC 40, voilà, hier, par exemple, on avait une réunion où Carrefour met note d'hospitalisation, un cabinet d'avocats, et puis on peut poser toutes les questions qu'on veut, et puis toutes les actions faites sur l'inclusion, et puis, voilà. Alors, tout ça est extrêmement important, mais je dirais, on parle de l'environnement du travail, et je pense que c'est plus intéressant de parler du travail lui-même. Et là, il y a peut-être un malentendu, puisqu'effectivement, on se dit, et c'est la formule qu'on entend toujours, ah oui, si on arrive à rendre les gens heureux, ils vont être performants. Alors moi, je pense que c'est une connerie, quoi. En tout cas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ou plutôt, je pense qu'il faut inverser la proposition. Je pense que si les gens sont performants, alors ils vont être heureux, quoi. Voilà. Et donc, moi, mon travail, ça va être plutôt d'aider les gens à être performants, quoi. Et s'ils sont performants, tout va bien se passer, quoi. Voilà, j'en dirai peut-être quelques mots après. Et là, il y a des choses assez concrètes, notamment au travers de l'IA générative qu'on peut faire pour vraiment faire en sorte
que les gens soient plus performants et se sentent mieux dans leur peau. Et puis il y a le troisième aspect, j'en dirai aussi quelques mots plus tard, qui est l'aspect économique. Et là, c'est vrai que l'émergence depuis grosso modo les années 2010 de la data, avec tous les métiers qui tournent autour de la data, voilà, nous permet de faire évoluer le business model de la grande distribution, en tout cas de Carrefour, qui est un marché de masse, et de le faire évoluer vers la personnalisation par rapport à nos clients, quoi. Et là, effectivement, je parlerai peut-être tout à l'heure de ce qu'on appelle le data lake, et qui permet vraiment d'offrir un service ultra personnalisé aux clients, quoi. Moi, j'aimerais bien que vous nous disiez concrètement, alors on en avait parlé de ce que vous faites avec l'IA générative, parce qu'on sait que dans beaucoup d'entreprises, c'est ce qu'on appelle la shadow IA, hein, c'est-à-dire les gens qui utilisent l'IA, mais à titre perso, parce qu'il y a ceux qui sont très avancés, ceux qui hésitent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de politique véritablement encore bien drivée. Enfin, c'est très, très... Ceux qui disent qu'ils ont des politiques drivées, quand on regarde, c'est un iceberg, hein, en fait. Oui, il y a des formations, puis en fait, il y a plein d'autres choses qui se passent. J'aurais aimé que vous nous disiez ce que vous faisiez concrètement sur l'utilisation de l'IA générative pour vos salariés. Alors, de façon un peu provocative, d'un point de vue environnemental, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, effectivement, en étant un peu provocateur, je pourrais dire rien. Parce que, pourquoi je dis ça parce que on est dans un paradigme qui est vraiment nouveau. Quand on prend un projet classique de conduite du changement en entreprise, on prend une nouvelle technologie, par exemple, il y a quelques années, j'avais implémenté un produit pour les approvisionneurs, un nouvel outil. Qu'est-ce qu'on fait ? On explique aux gens que ça va être bien pour eux. Évidemment, ils ne sont pas contents, c'est la résistance au changement, ça va changer les habitudes, mais on leur dit si, ça va être bien pour eux. Puis on alterne entre communication douce et on vous tape sur la tête jusqu'à ce que vous utilisiez le truc. Et voilà, c'est la conduite du changement en très résumé. Là, en fait, pourquoi en fait, c'est un petit peu différent ? C'est un petit peu différent parce qu'en réalité, les gens se sont déjà approprié l'IA générative. Quand elle est née le 30 novembre 2022, au bout de 5 jours, il y avait déjà 1 million d'utilisateurs. On n'avait jamais vu ça. Et donc, à Carrefour, il y avait des tas de gens qui utilisaient l'IA en cachette, ce que vous appelez le shadow IA. Et donc, moi, ma stratégie, ça a été de dire surtout, en fait, n'allons pas tout gâcher en allant faire de la conduite du changement classique. C'est le cas de Nestlé qui allait dès 2023, qui allait avec des formations. Et voilà, c'est une histoire que Maryse m'avait racontée, que j'ai vérifiée, puisque effectivement, je connais pas mal de gens chez Nestlé. Donc, ils ont voulu y aller à fond avec un super plan de com, de formation dès 2023. Et les gens se sont dit, mais c'est quoi ce truc-là ? On a des formations pour apprendre à perdre notre boulot. Enfin, donc, ça a eu un rejet total. Donc, moi, je me suis dit, on va pas faire ça. Il y a un concept chinois que j'adore qui est le non-agir. On va laisser faire les gens et plutôt leur dire attention, c'est pas bien, quoi. C'est-à-dire la stratégie Louis XVI. Vous savez, Louis XVI, pour convaincre les gens de manger des pommes de terre, puisqu'en fait les gens voulaient absolument pas manger des pommes de terre, ça poussait sous la terre, c'était la plante du diable, c'était affreux. Donc s'ils avaient fait une conduite du changement classique, ça serait normalement passé par les curés. Les curés auraient dit voilà, ça a des grandes valeurs nutritives, prenez-le. Ça aurait jamais marché, évidemment. Donc Louis XVI, il a fait différemment. Il a identifié un champ qui était stérile, parce que l'armée y avait surjourné, etc. Et il a fait planter les pommes de terre et il a fait garder le champ par l'armée, par les gardes royaux. Et il a dit à ses gardes, et ça c'est lui qui a eu l'idée, c'est vraiment brillant, il a dit le soir, vous rentrez dans votre caserne. Donc ils sont rentrés dans leur caserne et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens la nuit sont venus voler les patates. Et donc en fait, c'est une façon extrêmement habile, plutôt que d'obliger les gens, c'est je vous dis rien et finalement je crée comme ça une appropriation. Mais en fait, nous on a fait pareil. Technique Louis XVI. Attention, on sait que vous l'utilisez, mais c'est pas bien. Rentrez pas des données personnelles. Et donc du coup, plein de gens ont eu envie de l'utiliser. On est arrivé à peu près à 20 000 utilisateurs sur 85 000 personnes, donc c'est assez énorme. Mais on considère en conduite du changement que quand on a en gros 20% des gens qui sont utilisateurs, le reste va basculer. Et c'est seulement à partir de 2024 que là j'ai commencé vraiment à mettre en place des actions, puisque je considérais que le combat était déjà quasiment gagné. Et surtout, moi, j'ai fait une action auprès de nos 200 top talents aussi, donc des gens qui sont prêts d'intégrer un des COMEX pays. Et là, eux, on a fait une vraie formation, mais sur les cas d'usage, comment créer du cas d'usage. Et comme eux, ils étaient hyper moteurs, ils ont déployé. Et puis seulement à partir de 2025, c'est-à-dire cette année, là, on fait ce qu'on appelle pas vraiment des formations, mais plutôt des ateliers cas d'usage. Par exemple, moi, je l'ai testé moi-même. Je roupe des contrôleurs de gestion. On se dit quelles sont les 5 tâches qui vous font perdre du temps et on va voir si l'IA générative
peut nous aider à le déployer ou pas, évidemment. Mais avec quand même le souci de dire on n'utilise pas l'IA générative n'importe quand parce que c'est un impact écologique. Alors vous avez terrible, raison. hein. Alors ça, c'est ça qui m'a. Voilà, vous avez raison. Ça, c'est vraiment très problématique puisqu'on le voit bien que l'IA générative tente à remplacer Google. Google devient un peu ringard et c'est dommage puisque effectivement, si j'ai besoin de savoir combien il y a de collaborateurs chez Auchan, enfin vraiment, vaut mieux regarder sur Google parce que c'est x10 hein, la différence en termes d'énergie. L'IA générative versus une requête Google. Donc nous, notre communication, c'est d'utiliser notre IA, hein, qui est basée sur Gemini. Comme ça, on est sûr, on peut rentrer toutes les données. Hein. Donc depuis 2024, on dit aux gens, voilà. Et vous le faites que pour des tâches. Voilà, pour des tâches, voilà, faire de la synthèse, écrire un mail, voilà, et en évitant de créer des images, parce que là c'est une tuerie d'un point de vue écologique, où on le fait si c'est un point de vue pédagogique. On cherchait une image, par exemple pour une formation à la sécurité d'une femme qui tenait un extincteur. Bon bah là, en image libre de droit, c'est impossible à trouver. Donc là, effectivement, ça vaut la peine d'utiliser l'IA, parce qu'on n'y arrive pas, quoi. Mais sinon, effectivement, on essaye de dire aux gens... utilisez-le que pour des tâches. J'étais encore avec les partenaires sociaux et c'est vraiment un message très fort où on donne des données chiffrées, etc. Ce qui est un vrai problème même pour le grand public, hein, où ChatGPT, pour le moins de trucs, la moins d'images, on est tous voilà. Pareils. Hein. Et puis l'avantage de Google, c'est qu'on voit tout de suite la source. Oui. Hein, on voit, là on arrive, ça c'est le site de l'INSEE, parce qu'en fait... moi, je l'utilise beaucoup pour des données économiques. Enfin, il y a énormément de conneries, quoi, en fait, hein, qui sont incroyables. Et donc, quand on demande la source, parfois on se dit ah ouais, c'était ça la source. Et donc, du coup, il y a quand même beaucoup d'hallucinations. Enfin, l'IA générative, elle travaille avec tout ce qu'on lui donne. Et comme on lui donne beaucoup de bêtises et beaucoup de fausses elle est le reflet de l'Internet. Elle est le reflet des... voilà. Donc c'est très intéressant parce qu'on a ces deux. Et alors sur l'idée de l'heureux et du performant, là, moi je me permets de dire que le bonheur au travail, pour moi aussi, hein, c'est vraiment un des concepts assez bullshit. Mais c'est vrai que du plaisir, et tu en as parlé, la notion de plaisir, elle est importante. Et c'est un cercle vertueux. Si je vais au travail plutôt en pensant que je me fais plaisir, je suis plus performant. Et si je suis plus performant, je me fais plus plaisir. Il y a quand même un cercle. Et que beaucoup d'entreprises sont plutôt dans le cercle inverse. Voilà, pour l'avoir beaucoup étudié. Et c'est vrai que la conduite du changement, c'est, tu dis 20%, alors peut-être les fameux mutants. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'études scientifiques là-dessus, mais c'est un peu au pif qu'on dit ça. Les mutants, qui sont les gens qui ont toujours envie et qui vont vous tirer, qui deviennent des champions. Et j'imagine que c'est un peu ça l'idée. Voilà. Puis après, il y a les moutons qui suivent, les mutins qui ne veulent pas, mais qui ont des choses intéressantes à dire, et les mutiques qui la ferment, mais qui préparent souvent leur petite bombe à retardement. Hein, il faut le savoir aussi. Et c'est vrai que la conduite du changement, c'est travailler avec des catégories de personnes très différentes. Alors, vraiment passionnant. Et peut-être, Benoît, nous parler alors, de ce que toi, tu vis. Ça m'intéresserait quand même de t'entendre sur l'immobilier, parce que le service, c'est pas... Alors, esprit, hein, c'est pas pur esprit. Le service, il y a... c'est ce que je disais, hein, il y a aussi... oui, tu as un bureau quand même, Maryse. Carrefour a des magasins. On a tous un bureau ou des... voilà. Ouais, moi, j'ai évolué pendant presque 5 ans dans un groupe qui s'appelle Chorus, avec un K. Et donc qui est dans le domaine de l'immobilier d'entreprise. Alors je ne sais pas si vous êtes familier, mais voilà, on distingue le gros œuvre et le second œuvre. Donc ça, c'est un groupe qui est un des grands aménageurs en France et donc centré sur le second œuvre. Donc une fois que la coque est faite, après tout ce qui relève des travaux, y compris le mobilier. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis arrivé moi avec cette vision du service et en considérant qu'on faisait un métier de service. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas évident en fait, pour les gens. Parce qu'en fait, dès lors qu'on manipulait du tangible, alors même qu'on est dans une entreprise, enfin j'étais dans une entreprise où les conducteurs de travaux en fait, faisaient et coordonnaient en fait, des artisans, mais donc on ne faisait rien nous-mêmes et bien évidemment on ne produisait pas ni le placo, ni la peinture, ni etc. Et j'intervenais récemment chez SNCF Réseau et je leur parlais, je leur dis vous êtes une entreprise de service, il y a quand même un ingénieur à la fin qui m'a levé et m'a dit là comme ça me perturbe Benoît parce que je ne me vis pas comme, et je dis vous fabriquez pas les rails, le ballast, vous opérez un réseau, vous entretenez un réseau, vous garantissez la sécurité et l'usage à des conditions économiques garantes du développement de la compétition, vous avez tous vu Trenitalia, etc. Enfin bref, donc les gens ont vraiment du mal, et y compris dans l'immobilier d'entreprise, à se percevoir comme une entreprise de service. Ça c'était un premier truc. Après, le deuxième truc, c'était de se dire, on a évidemment avec mon équipe, et conduite du changement, moi j'ai appris à travailler avec les plus jeunes et les plus militants que moi. J'avais la chance d'avoir 2 ingénieurs très militants dans mon équipe et pour travailler sur ce que c'est que le bureau décarboné. Et le constat est un peu amer, c'est-à-dire que je suis arrivé dans une industrie où, au fond,
Parler de décarbonation, c'est bien dans les slides et dans les conférences, mais quand on demandait à un groupe du CAC 40 de payer un tout petit peu plus cher, il faudrait qu'on travaille avec vous, pour vraiment aller au fond de la réflexion, pour vraiment inciter les gens à se rendre compte que quand ils mettent en fait une super Funbox, ça peut coûter beaucoup d'argent à l'entreprise, mettons 25 000 €, et que c'est un bilan carbone absolument catastrophique, et plutôt que d'en mettre 15, il faudrait peut-être en mettre que 3. En fait, d'arriver à responsabiliser ce qui étaient en fait nos clients, qui sont vos consommateurs, enfin les consommateurs que nous sommes du lait, là en fait c'est le collaborateur dans sa consommation en fait d'un espace de travail. Alors là, je parlais pas du tout la langue du truc, quoi. Et c'était compliqué, c'est amer parce que je me rends compte que d'être dans le réel, tu vois, de cette transformation, pour reparler de conduite du changement, un secteur d'activité, on ne peut pas le faire si on n'est pas dans l'alliance avec les clients. Ça, c'est une première remarque et je fais le parallèle avec vous. Et ensuite, c'est la transformation d'un secteur d'activité où de l'ingénieur en génie civil qui pilote des travaux, de l'architecte d'intérieur, de l'ensemble des corps de métier, de l'économiste du bâtiment, d'arriver à faire que ces gens-là parlent aussi d'éco-conception en se disant c'est super chouette d'avoir des super machins et des trucs et des bidules comme on voit ici. Mais ça vient d'où? D'où viennent en fait ces chaises? D'où vient ici le parquet? Par quel container il est arrivé de Chine, etc. Alors là, et donc de se dire comment cette culture métier, très concrètement, on l'a fait évoluer en se disant mais comment demain je vais peut-être faire un peu moins beau ou peut-être aussi beau, mais en ayant vraiment une conscience des conditions de production en fait de cette décoration-là. Je me suis rendu compte qu'on engageait en fait une transformation d'un métier qui est extrêmement compliqué. Et puis le client, effectivement, au bout de chaîne, qui est prêt ou pas à payer un petit peu plus cher pour qu'on soit dans une vraie dimension de durabilité en fait par rapport à. Et très concrètement, tu vois, on en parlait tout à l'heure, Isabelle, c'était vraiment d'avoir des ateliers avec des collaborateurs pour les sensibiliser en fait à cette question-là. Et on avait gamifié le truc, on avait imaginé des jeux où on faisait prendre conscience en fait de l'impact CO2 de tel choix de chaises, de tables ou de, enfin bref. Ça prenait, les gens adoraient, mais en fait, ça prenait sans prendre en fait. Et je me suis rendu compte que, effectivement, parler de bureaux décarbonés, d'immobilier décarboné, mon Dieu, dur. Alors, à titre personnel, moi, j'ai été pendant 2 ans dans un bureau en face qui était labellisé responsable durable. Et pour l'anecdote, quand il faisait très chaud, il faisait tellement froid dans les bureaux, c'est vrai, qu'on avait des petits chauffages électriques pour remonter la température. Imaginez, juillet, 35 dehors, 12 dans les bureaux et le petit chauffage électrique. Et ils étaient labellisés durables. Donc, est-ce que c'est... Et quand on va dans un hôtel où on ne peut pas ouvrir la fenêtre, où on a la couette de l'esquimau et on ne peut avoir de l'air... Enfin, franchement, c'est possible le durable? Enfin, pour peut-être des bâtiments neufs, mais pour tout ce qui a été fait depuis les années 70. C'est très compliqué, ça l'est d'autant plus que vous parliez de bonheur ou de prendre soin des équipes. Quand vous êtes dans une entreprise et vous dites tiens, pour des raisons évidentes, on va transformer un bâtiment existant, on va pas mettre la clim. Vous avez une levée de bouclier énorme parce que les occupants, les résidents, les salariés, c'est normal, se disent oh là là, mais ce bâtiment en plein cagnard, ça va être l'horreur. Et vous avez beau essayer de leur démontrer qu'il y a des solutions qui nous viennent des Caraïbes depuis très longtemps, qui permettent en fait d'aérer assez naturellement. Alors oui, il y aura un petit delta, en fait non. Et c'est là où on est pris dans nos injonctions complètement paradoxales, où effectivement il y a un management et c'est normal. Et moi je suis promoteur de ça aussi qui dit bien-être. Il faut créer les conditions aussi du retour au bureau, je rappelle. Quand même. Et d'autre part, on dit aux gens, il n'y aura peut-être pas de clim. Alors, s'il n'y a pas de clim, raison de plus pour... Enfin bref, on voit que, tu vois, quand on est dans le concret, de parler de durabilité, en fait, au niveau d'un secteur d'activité, sur des sujets précis, c'est quand même un peu compliqué, quoi. On l'avait vu pour les JO, vous vous rappelez, ils avaient prévu pas de clim, et il y a plein de représentants de pays qui ont exigé d'avoir la clim pour le confort, tout à fait. Donc, les organisations syndicales, et c'est normal, en fait. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? On va essayer d'être là. Le timing avance, mais comment on se projette? Alors, si tu reprends la parole sur des sujets. Moi, je vous écoutais attentivement. Oui. C'est vrai qu'on achète la brique de lait et puis on découvre un peu, mais pas suffisamment. C'est-à-dire, il faut faire de la communication et il faut faire de la pédagogie. Et je pense que nous, en tout cas dans l'industrie de l'immobilier d'entreprise, on était au début de cette pédagogie. C'est-à-dire, d'abord, les collaborateurs, je pense, n'avaient aucune conscience de l'impact carbone, si on reste que sur le carbone, de leur environnement de travail. Et en fait, cette industrie de l'immobilier d'entreprise, elle est une des plus polluantes. Dès qu'on déconstruit, qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? On produit énormément de déchets, comment on les réemploie, comment on les réutilise, etc.
leur dire, en fait, cette chaise, elle a peut-être 15 ans, mais en fait, elle continue à proposer une bonne assise, on va la garder. Ouais, bon, elle est un petit peu vieillotte, c'est vrai, mais c'est pas très grave, en fait. Et donc, en fait, c'est tout ce travail de sensibilisation et de pédagogie, moi, je me suis rendu compte qu'il n'était pas suffisamment fait. Et que c'est des basiques, hein, pardonnez-moi, mais on parle de conduite du changement, je vous écoutais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est souvent la conduite du changement à trappe-nigo. Là, c'est de se dire, on va vraiment parler et juste prendre conscience. Parce que je pense que le consommateur, entre guillemets, par rapport à la brique de lait, il est peut-être un petit peu plus conscient, ou au café, merci Max Havelaar et d'autres, de ses choix quand même s'il y a encore, je pense que vous le direz mieux que moi, un énorme boulot à faire. Mais alors, quand on commence à déplacer la perspective et aller dans ce tout petit prisme qui était le mien, qui était le bureau, mais alors là, les gens découvraient complètement et se dire, ah ouais, en fait, c'est quand même ça le sujet, quoi. Et donc, il y a encore énormément de pédagogie, d'information, de communication à faire en fait, autour de ces enjeux-là. Alors du coup, voilà, c'est qui le patron très concrètement, qu'est-ce qu'il y a encore à faire, quels sont les irritants, qu'est-ce qui gratte, parce qu'on ne veut pas donner le sentiment, enfin j'espère vous non plus, que tout est beau, tout est simple, tout est... Donc là, Benoît nous a expliqué l'inertie, sans jeu de mots, enfin double inertie dans le bâtiment. Qu'est-ce qui est difficile? Quels sont à quoi vous vous heurtez si on veut s'atteler à ça durablement? Si je pense à plusieurs choses, en fait, je pense que pour parler, on parlait de la durabilité et de tout ce qui reste à faire, etc. Il y a des choses. En fait, aujourd'hui, on parlait de la pomme tout à l'heure. On fait voter des questionnaires en ligne, etc. Il y a beaucoup de questions aussi de consommateurs qui disent pourquoi on ne fait pas du bio ou pourquoi. Enfin, on peut voter pour ces options-là, mais pourquoi on ne va pas tout de suite vers des pratiques environnementales plus vertueuses. On le sait, en agriculture, c'est un vrai sujet. La consommation d'eau, les produits phytosanitaires, etc. Et nous, chez C'est qui le patron, depuis quelques années, on vous laissera d'ailleurs à la fin un manifeste. On a fait le parallèle. On a posé des questions et été voir les bilans, etc., des agriculteurs il y a 8 ans. Et on a fait l'exercice 8 ans plus tard. Et en fait, on se rend compte que de partir de l'objectif de la juste rémunération, notamment pour les producteurs, ça permet ensuite d'apporter des choses plus vertueuses. Et j'ai 2 exemples en tête. On parle, alors là j'entre un peu dans les détails agricoles, mais de la protéine française, c'est-à-dire nourrir les vaches. Aujourd'hui, on doit nourrir les animaux avec de la protéine, et donc on importe beaucoup de la protéine peu chère, du soja, du Brésil et autres. Aujourd'hui, avec une juste rémunération, il y a un gros travail qui est en train d'être fait chez C'est qui le patron pour imposer dans le cahier des charges de la protéine française, et donc avoir quelque chose de plus vertueux. Et c'est tout ce point de se dire... d'abord rémunérons justement, mettons ces quelques centimes pour qu'ensuite ce soit plus vertueux. Et effectivement, il y a tout ce travail aussi de transparence et d'éducation, de pédagogie auprès de tous pour bien comprendre tout ça. Mais je pense que ça pouvait être un sujet il y a 8 ans. Ah bah mince, moi je veux pas que les vaches soient nourries avec du soja du Brésil. Et pouvoir faire ce travail aujourd'hui et avoir quelque chose de plus vertueux 8 ans plus tard, on a soulevé peut-être le début quelque chose qui nous posait problème. Alors Maryse me souffle une question. Quels sont les résultats sur la cerise dans les 3 premiers jours, puisque vous avez dû avoir une... Oui, c'est assez fou. Donc effectivement, on a des cerises. Il faut savoir que la cerise, en 10 ans, il y a 36% des producteurs qui ont arrêté. Enfin, c'est vraiment des chiffres très alarmants parce que la cerise, ça coûte cher en tant que consommateur. Parce que c'est des produits c'est difficile à produire parce que il y a effectivement en fait des produits phytosanitaires qui ont été retirés du marché. Très bien. En revanche, il n'y avait pas de solution. Et donc, il y a plein de producteurs qui ont arrêté en disant « Nous, nos fruits vont être véreux. Enfin, on ne pourra plus les commercialiser parce qu'on n'a pas de solution. Parce qu'il y a des mouches, effectivement, qui viennent de pays étrangers, qui piquent les cerises et qui rendent les fruits véreux. » Des mouches immigrées. Oui, exactement. Et donc, il y a beaucoup de producteurs qui ont arraché leurs cerisiers parce qu'ils ne gagnaient plus leur vie avec ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur la cerise, qu'on aide des producteurs. Il faut savoir qu'ils étaient payés à peu près 2,50 € du kilo. Le juste prix dont ils nous ont parlé et dont ils ont besoin, c'est 4 €. Donc la cerise, C'est qui le patron, est payé 4 € du kilo.
et pour les producteurs. Et effectivement, on a lancé la cerise. Donc la saison, ça a commencé le 3 juin exactement. Et il y a des résultats qui sont incroyables. J'ai eu les premiers résultats hier. On vient de passer la barre des 50 tonnes commercialisées. Alors, ça vous parle peut-être pas, mais on est très contents. Et puis les producteurs sont contents. Donc sur toute leur production, on a fait les calculs hier, c'est à peu près 20% de la production qui est valorisée en C'est qui le patron. Donc c'est super, c'est un très bon début. Il y a encore un mois, donc n'hésitez pas à aller en acheter en rayon pour soutenir plus de producteurs. D'accord. Et on a parlé quand même business model. Alors, est-ce que ce modèle de la coopérative est un business model particulièrement vertueux peut-être, mais solide, ou est-ce qu'on est quand même quelque chose d'assez marginal, réservé à certains secteurs d'activité ? Oui, c'est vrai que ça reste marginal aujourd'hui. Nous, on a l'ambition de pouvoir inspirer d'autres entrepreneurs à faire des choix tels que nous, on l'a fait, mais déjà même à pérenniser aussi notre modèle, parce qu'aujourd'hui, notre modèle, il repose sur la volonté d'un homme, son fondateur, Nicolas Chaban. Faut savoir que depuis le début de l'initiative, il a fait le choix de ne distribuer aucun dividende, ni aux fondateurs, ni aux sociétaires. C'est aussi une démarche qui est complètement autofinancée, donc on n'a pas de banque, on n'a pas d'investisseurs, ce qui nous permet aussi de faire nos choix en toute indépendance. Et la question qu'on s'est posée, c'est comment rendre plus périn ce modèle, comment le rendre inaliénable dans le temps. Donc on a fait une première action qui a été de protéger notre marque, en fait, de pas pouvoir la céder à un tiers sans l'accord de nos sociétaires, donc de ces consommateurs, de ces 16 500 consommateurs engagés. Mais voilà, on s'est dit, mais c'est peut-être pas suffisant aujourd'hui, parce que si demain Nicolas n'est plus là, comment on s'assure que la marque elle n'est pas vendue ni cédée à un fonds d'investissement ou à une grande entreprise qui a envie d'en faire complètement autre chose. Et donc là, Nicolas a pris une décision avec ses enfants, évidemment, de céder ses parts à une fondation actionnaire. Donc c'est un modèle qui est encore peu connu en France aujourd'hui, qui nous vient plutôt d'Europe du Nord. C'est un modèle qui allie une mission économique, donc, puisque la majorité, tout ou partie des actions d'une entreprise sont cédées à une fondation, avec aussi la majorité des droits de vote, ce qui permet de protéger l'entreprise et de pérenniser ses valeurs, et tout en participant aux décisions de cette entreprise. Et puis, ça allie également des missions plutôt philanthropiques, puisque la Fondation va soutenir des causes d'intérêt général grâce aux dividendes qu'elle perçoit. Et la Fondation, c'est une structure qui ne peut ni être cédée, ni être vendue à un tiers. Donc, par là, on se dit que demain, si Nicolas n'est plus là, ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, notre aventure collective, elle ne pourra ni être vendue, ni être cédée à un tiers. Et donc, on protège notre démarche ainsi. Voilà. Ce modèle est très intéressant et en effet, il y a quelques chefs d'entreprise qui s'y sont mis pour, en effet, il y a Léa Nature qu'on a rencontré au moment où on a fait ce choix de créer une fondation. Il y a aussi Patagonia, il me semble, mais il n'y en a qu'une dizaine en France. Oui, donc très peu. Et c'est vrai que c'est des choix qui sont lourds parce que, comme vous le dites, on ne va pas laisser ça à sa famille, à ses héritiers. On est dans une autre démarche. C'est vraiment passionnant de suivre ça. Donc, Louis-Laurent, peut-être aussi nous évoquer les irritants ou les conseils qu'on peut avoir ou des choses qui pourraient être transférables à d'autres entreprises. Alors, sur les irritants, parce qu'effectivement, grosso modo, j'expliquais, j'étais sur le pilier plutôt bien-être, et donc les personnes s'étaient appropriées d'elles-mêmes l'IA générative pour faciliter leur travail. Et effectivement, de façon indiscutable, ça le facilite, le nombre de choses, rien que dans notre métier en RH, qui maintenant aurait l'idée d'écrire une fiche de poste, alors que l'IA générative le fait tellement bien, et puis, c'était quelque chose, rédiger des fiches de poste, pardonnez-moi, mais c'est chiant comme la mort, quoi. Et donc, du coup, d'avoir des outils qui le font pour nous, il y a juste à le corriger, il faut quand même le corriger, attention. Et faire les bons prompts. Voilà, donc, et faire les bons prompts. Ah ouais. Voilà. Et effectivement, ce qui fait que d'ailleurs, assez paradoxalement, c'est plutôt la génération X qui est avantagée par rapport à l'IA générative. C'est très intéressant, oui. Puisqu'effectivement, notre génération X, nous au moins on est la dernière génération à avoir à peu près appris le français, où on sait faire une phrase avec un sujet, un verbe, un complément. Et donc du coup,
pour rédiger un prompt, ça aide quand même. Hein, et on voit que finalement, les principales difficultés sont avec la génération Z. C'est quand on voit que le niveau de langue s'est effondré, enfin vraiment... On va pas jouer les voilà, vieux mais machins, si, mais c'est effondré. Enfin, voilà. je veux dire, il faut dire les mots. Il y a des tas d'études qui le montrent. Enfin, c'est objectif, quoi. Donc, effectivement, moi, je l'ai vu, hein, ne serait-ce qu'avec nos alternants. Hein, enfin, ils ont une difficulté vraiment à faire des bons prompts parce que tout simplement, ils maîtrisent pas plus assez, même les règles de base de grammaire, quoi. Donc, bon, bref. Donc, si je reviens sur le point, donc les personnes s'approprient l'IA générative, mais en même temps, c'est ambivalent. Parce que certes, ça me facilite la vie, je peux faire des choses plus vite, faire d'autres choses plus intéressantes, être plus performant, tout ça, c'est génial. Mais en même temps, il y a quand même une grande question qui se pose. Est-ce que je ne suis pas en train de creuser ma tombe, puisqu'il n'y a pas une journée où je reçois une notification où tel journaliste nous dit 100 millions d'emplois vont être détruits en Occident, etc. Et donc... effectivement, les gens se posent beaucoup de questions, quoi. Et là, s'il y a un irritant, c'est quand même celui-ci, où les gens s'interrogent. Et donc là, moi, mon action par rapport à ça, c'est vraiment de passer par les partenaires sociaux. Je passe beaucoup de temps en ce moment avec les partenaires sociaux. On a une instance à Carrefour qui s'appelle le CICE, qui est les représentants de Carrefour au niveau international, parce que c'est le même problème exactement dans tous les pays. Là, il n'y a pas de spécificité locale ou je sais pas quoi. Et là, grosso modo, parce qu'il ne faut pas prendre trop de temps, donc je dirais... finalement, parfois, il faut revenir à la base. Hein. C'est pour ça que c'est bien de lire les travaux d'universitaires. Voilà, il y a un économiste autrichien qui s'appelle Schumpeter, hein, qui est l'inventeur d'une loi économique qui est la loi de destruction-création, où il nous montre qu'en fait, que quand une technologie détruit des emplois, bah, elle peut en tout cas détruire des emplois, mais elle va en créer. Et donc, il y a une sorte de compensation qui se fait. Vous voyez, le meilleur exemple, les années 1850, la France se couvre de voies ferrées. À l'époque, des millions de personnes vivaient dans l'industrie du cheval. Donc, des tas de gens perdent leur boulot. Et pourtant, c'est une période extrêmement prospère, sans chômage, puisqu'effectivement, après, le ferroviaire a généré énormément d'emplois, quoi. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que le digital, finalement, le concept schumpeterien marche toujours avec le digital ou pas, quoi. Alors, au début, je pensais que non, quoi, en 2023, parce que là, on voyait tellement d'études catastrophiques, qui n'étaient pas des études, qui étaient plutôt des articles de journaux. Maintenant, on est plus de 2 ans après l'émergence d'OpenAI, et là, on voit quand même, heureusement, il y a eu le sommet pour l'IA organisé en France. Il y a eu quand même des réunions très intéressantes. Moi, j'ai participé à certaines avec l'OIT, l'OCDE, où là, avec les 2 ans de recul, on voit qu'en fait, c'est pas si simple que ça, qu'en réalité, c'est plutôt une transformation des jobs plutôt que des emplois supprimés, même si on peut trouver, alors évidemment, on parle toujours de Inclusive, l'entreprise qui a licencié 200 personnes sur 400, mais le seul exemple, et en réalité, c'était une entreprise très vieillotte, qui a fait passer son plan, qui a fait un PSE déguisé en disant que c'était la faute de l'IA. Mais en réalité, il n'y a pas tant d'exemples que ça. C'est plutôt des emplois qui sont transformés. Et donc, en fait, grosso modo, moi, j'essaie de beaucoup communiquer de façon assez sur voilà ce que disent, pas mon point de vue à moi, évidemment, je n'ai pas de point de vue sur la question, mais que disent les chercheurs sur le sujet, quoi, en fait. Alors, et les chercheurs sont plutôt optimistes. Ce que j'ai envie de dire, c'est que le catastrophisme est un business. Hein. C'est un business. Je pense à 2-3 personnes qui ont commencé très tôt là-dessus. Donc, c'est bien de faire peur. Ça accroche, etc. Oui. Les passions, ça anime les passions tristes et tout le monde. Moi, ce qui m'a intéressé dans quelques papiers, mais très émergents, c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est que, oui, l'IA nous permet de faire de la valeur ajoutée et de ne pas faire des trucs ingrats. Mais ce que nous montrent des scientifiques du cerveau, c'est qu'on a besoin de faire des tâches ingrates et qu'on a besoin de faire des tâches nulles. Et que le cerveau ne peut pas être tout le temps en train d'être dans la valeur ajoutée, On parlera un peu du sport tout à l'heure avec Denis Masseglia. Il ne peut pas être tout le temps dans l'hyper-performance. Et qu'il faut se méfier de dire « je vais être que dans la valeur ajoutée ». Non, il faut savoir aussi faire du truc, je ne sais pas, de la photocopie, enfin c'est has-been, mais des petits trucs qui sont... parce que ça repose et que notre cerveau, il continue... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi souvent, j'écris un papier puis je me mets à passer l'aspirateur. Pendant que je passe l'aspirateur, mon cerveau, il continue à réfléchir, mais différemment. Et là, ça commence à sortir. Donc voilà. Alors, je voudrais qu'il y ait des questions. Peut-être terminer, Benoît, cette idée... Alors, qui pour moi est un cliché du générationnel. Alors là, j'ai bien aimé l'effet paradoxal, très intéressant. Bon, qui achète sur Shein? Qui n'a pas les gestes? Jean Covici et tout son rapport du chiffre le montre. C'est des jeunes. Et comment, dans une école de management, comment toi tu vois les choses peut-être par rapport à la transmission? Peut-être nous dire un mot de ça? Parce que l'appropriation,
c'est le mot-clé du management, l'appropriation. C'est pas à 25 ans ou 22 ans quand on arrive dans l'entreprise que tout d'un coup on devient vertueux. Ça commence beaucoup plus tôt. Alors, c'était pas préparé, mais tu as commencé par Michel Serres, on peut terminer par Michel Serres. Ouais. Tu sais, petite poussette. Petite poussette, oui. Présomption de compétence et présomption d'incompétence. On a tellement attribué de compétences ou d'incompétences aux générations plus jeunes que je ne m'engagerai pas sur ce terrain, mais le constat que je fais, c'est que quand même, il y a une poussée dans les organisations. Et c'est pour ça que je disais de m'appuyer sur des ingénieurs militants. Je pense que cette transformation, ces transitions-là, elles s'appuient quand même beaucoup sur la compétence des ingénieurs. Moi, je l'ai vécu dans l'immobilier d'entreprise et je pense que c'est valable. Je ne sais pas quel est ton parcours, mais dans l'agriculture aussi, sur des ingénieurs agro. Et je pense qu'il y a une compétence qu'il faut aller chercher dans toutes les générations. Et je pense que les études ont bien montré, justement, tu le disais, que la prise de conscience par rapport à la transition, elle n'est pas le fait des plus jeunes uniquement et que les plus de 50 ans dont je suis sont tout aussi sensibles au sujet, etc. Et d'autant plus qu'on a, pour le coup, le portefeuille qui permet effectivement parfois de payer le delta en termes de prix sur ces sujets-là. Après, à Grenoble École de Management, quand même, pour le dire, on a été, j'en suis très fier, la première business school française à devenir entreprise à mission. C'est vrai. Et je le dis d'autant plus parce que et puis vous le disiez sur Carrefour, enfin, il y a posture ou imposture, c'est-à-dire, moi je sais que c'était extrêmement sincère par choix, que Julie Perrin-Hallot, qui porte ça chez nous, qui est patronne de la stratégie de la qualité, c'est une fille super et qu'elle le fait avec énormément de sincérité, même si, bien sûr, comme pour Carrefour, il y a un enjeu de communication, il y a un enjeu de positionnement par rapport aux autres business schools qui, depuis, nous ont suivis pour un grand nombre d'entre elles, et tant mieux. Après, effectivement, nous, on est sur un business qui est un business sans en être un. Il faut qu'on s'assure de l'équilibre des comptes. On n'est pas là pour dégager des profits pour d'éventuels actionnaires. Beaucoup ont fantasmé, ça me fait marrer. Il y a 10-15 ans, quand on parlait de e-learning et de l'explosion du digital learning, oh là là, ouais. Bref, il n'y a pas d'enjeu là-dessus. Donc nous, on a des étudiants qui sont sensibles ou pas sensibles au sujet. Franchement, il n'y a pas de... Moi, je ne trouve pas qu'il y a un écart de génération là-dessus. Donc c'est vraiment notre devoir, en tant que péda, de mettre effectivement, mais nous, dans l'ensemble de nos pédagogies, c'est ce qu'on s'efforce de faire. Et on est sur un modèle qu'on appelle 60-20-20. 60 de cours à la papa, 20% parce qu'on est à la montagne, donc on va les envoyer en Chartreuse et ailleurs faire aussi et aller voir ce que c'est concrètement que la transition dans les milieux de montagne. Et puis 20% quand même de digital. Voilà. Mais vous voyez que la portion, elle est que de 20%. Nos étudiants, massivement, et ça n'a pas varié depuis 15 ans, ils veulent du cours à la papa, avec un bon vieux prof qui a un peu de charisme, un peu de jus et un peu d'expérience, cheveux gris. Et puis surtout, les autres camarades, filles et garçons, parce que bon, on crée des liens aussi comme ça. Mais l'apprentissage, il se fait aussi beaucoup entre pairs. Et donc, c'est aussi ce modèle qui valorise. Personne ne veut le croire, mais bon, pour moi aussi, enseigner depuis des années, il n'y a rien de plus réac qu'un jeune. Mais bon. Alors, on va les applaudir parce que vraiment, c'était vraiment super. Donc, est-ce qu'il y a des envies de partager ou de poser des questions par rapport à ce qui a été dit et qui était tout à fait passionnant avec... c'est toi qui te charges du micro, Agnès. Avec nos intervenants. Alors. J'avais une question parce que dans la distribution, moi j'ai des collègues qui venaient de secteurs de production et qui me racontaient à une époque que les acheteurs de vos concurrents, vous peut-être, j'en sais rien, étaient terribles. Les gens, vraiment, la relation c'était extrêmement violent. Ça, c'était à une époque. Est-ce que c'est encore le cas ? Parce qu'on parle beaucoup de la symétrie des attentions, etc., en interne des entreprises. Mais les acheteurs, par exemple, est-ce qu'ils ont été sensibilisés ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne va pas prendre votre produit qu'on vous traite comme un chien. Pardon, parce que j'avais entendu parler de groupements d'achat où c'était terrible, et ma collègue en avait un souvenir ému. Oui, bien entendu, les choses ont changé. Moi, je me rappelle j'avais lu quand j'étais étudiant dans les années 90, c'était horrible. Même dans les salles d'attente, ils mettaient pas assez de chaises pour que les gens restent debout. Ils avaient des manuels de négociation, négociation entre guillemets, où c'était, par exemple, je me rappelle de ça, la première consigne, c'était réagissez toujours mal à une première offre. Non, voilà. Donc c'était ultra violent. Oui, non, effectivement. Alors en plus, je viens de mettre en place une formation justement pour les acheteurs. C'est évidemment, alors j'allais dire plus du tout comme ça. Alors attention, l'aspect prix demeure extrêmement fort, quoi. Mais en tout cas, ces pratiques là, en tout cas pour Carrefour, sont terminées. Après, je sais que chez un de nos concurrents, je ne dirais pas le nom, c'est pas terminé, mais en tout cas chez Carrefour, on ne fait pas ça.
Il n'empêche que demeure quand même un aspect fondamental, c'est que depuis la guerre en Ukraine et l'inflation, et on le voit bien d'ailleurs, tout à l'heure j'ai parlé du bio en disant qu'on était le premier vendeur de bio, n'empêche que le bio, il ne faut pas se le cacher, a quand même pris du plomb dans l'aile, puisque quand il y a des arbitrages à faire, ils vont être faits au détriment de la qualité des produits alimentaires. Voilà. Donc effectivement, l'aspect négo est quand même demeure tendu. Et juste par rapport à C'est qui le patron, parce que je pense que c'est une question très intéressante dans le cadre de notre démarche. En fait, souvent, quand on va en rendez-vous enseigne, évidemment, pour référencer les produits C'est qui le patron, et c'est un gros travail qu'on est en train de faire sur les fruits et légumes. Et en fait, on prend un peu de place, mais quand on va en rendez-vous enseigne C'est qui le patron, il y a souvent une personne de la démarche. On aime bien y aller avec un producteur aussi qui puisse parler de son produit, avoir un aspect plus agricole. Et puis un sociétaire, on en parlait tout à l'heure, donc ça fait partie aussi des petites actions que les sociétaires font quand ils payent cet euro symbolique, pour ceux qui veulent bien sûr et selon le temps qu'ils ont. Mais en général, on arrive à 3, 4 dans ces rendez-vous pour justement redonner la parole à la fois au producteur et puis au consommateur qui va dire mais moi je fais mes courses chez vous, chez Carrefour, et en fait je veux retrouver ce produit en rayon. Et en fait, ça change toute la dynamique. Donc les acheteurs au début sont un peu pris au dépourvu parce que déjà, il n'y a pas une relation 1 à 1, mais plutôt 1 à 3, voire 4. Et donc, ils sont toujours un peu perturbés. Mais comme ils ont le client de leur magasin en face, souvent, ils proposent un café, un verre d'eau. Donc c'est vrai que ça change cette dynamique. Et depuis le début de la démarche, vraiment, ça devient des beaux moments d'échange finalement avec les acheteurs. Et c'est pas pour ça qu'ils vont... toujours nous référencer. Carrefour étant le partenaire historique, par exemple, n'a pas voulu nous référencer sur la cerise. Ils ont leurs raisons. Non, mais voilà, et c'est tout. Ils sont bienveillants sur d'autres produits et on va revenir avec la pomme pour discuter avec eux. Et voilà, et en fait, ça reste bienveillant et ça reste humain. Et en tout cas, cette démarche a permis d'avoir cette meilleure relation. Moi, je peux témoigner en tant que prof parce que j'enseigne dans un Master 2, alors ça s'appelle Supply Chain Logistique, mais avec beaucoup d'options achats. C'est vrai quand même qu'il y a eu une prise de conscience qu'on ne pouvait pas travailler à court terme, même si le prix compte, et qu'il fallait là aussi avoir des relations pérennes. Je cite simplement un bouquin que vous avez peut-être lu, Un homme, un vrai, de Tom Wolfe, où il y a quelques pages, mais lisez-les, extraordinaire comment on pourrit une relation en mettant la petite plante verte qui est en train de décliner, le café tiède et pourri, la chaleur pour que la personne commence à transpirer. Enfin, mais lisez, il y a 3 pages de Tom Wolfe dans Un homme, un vrai qui est tout ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Comme ça, on comprend. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure ? Bonjour, merci d'abord pour vos interventions, très intéressantes. J'avais une question qui s'oriente plus sur la notion de service et non pas de distribution, de grande distribution, et qui est en lien avec les enjeux environnement. Dans l'hôtellerie notamment, mais pas que, on a de plus en plus par la loi AGEC des obligations, mais dans tous les secteurs, hein. Sauf que nos obligations deviennent des contraintes pour nos clients. Je pense à 2 sujets en particulier, la climatisation en chambre ou dans les restaurants, etc. Et puis toutes les approches qu'on a sur l'économie de lavage, de linge, etc. Parce que tout ça est extrêmement polluant, extrêmement négatif pour l'environnement. Préservation de l'eau, on met en place des fontaines. Il y a énormément de pression sur les entreprises, et à juste titre, hein, je dirais quelque part, parce qu'il y a des enjeux environnement absolument dingues. Mais comment est-ce qu'on appréhende, ou est-ce que vous avez une réflexion sur l'appréhension de la réaction de nos clients, qui sont aussi évidemment impliqués dans leur vie personnelle, mais qui, quand ils payent une chambre assez chère, ont envie d'avoir une température en chambre alors je ne parle même pas du Moyen-Orient où ça va être à 17-18, mais à des températures en chambre basse, un confort qui est parfois un peu incompatible avec la notion de préservation de l'environnement. Alors, je vais laisser peut-être la parole à Benoît, mais je vais quand même un peu répondre parce qu'on est sur les représentations. Et c'est vrai que tous ces sujets-là, on est basé sur des représentations. Le service, et comme vous le dites, le service, c'est les petits échantillons pour avoir quelque chose d'un peu luxueux. Il y a plein de choses. Et c'est vrai que le changement, vous l'avez dit, ça ne se fait pas à reset. Il faut que les croyances évoluent et que la représentation d'un bon service hôtelier
évolue. Et c'est vrai que quelque part, on se dit, mais il y a seulement 10 ans, j'avais toutes les petites, et ça existe encore, hein, les petites savonnettes, les petits trucs, et maintenant, et ça me paraît évident. Et ça me paraît évident qu'on ne change pas mes draps. Mais c'est une évidence qui n'en est pas une. Et là, il faut vraiment travailler sur les croyances et les filtres que nous avons. Et là, c'est un travail de très longue haleine, on le sait, sur plein de sujets. Et nous sommes privés, enfin souvent nous sommes complètement englués dans... et là, la question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on croit qu'un bon service, c'est avoir la clim, ceci, le... Et avec en effet en plus, vos enjeux, j'imagine, de différences culturelles. Parce que l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique, c'est pas la même chose que l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, etc. Benoît, tu veux peut-être dire quelque chose là-dessus ? Merci déjà, parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet dans la conceptualisation, que je suis allé vite tout à l'heure, dans le marketing des services, il y a un concept clé, hein, la servuction. Dans cette servuction, il y a un ingrédient pour réaliser le service qui s'appelle la participation du client. Pour toujours l'exemple, on est prof, conférencier, toi et moi, si là vous décidiez tous de regarder votre smartphone et de mettre des boules caisses, on aurait beau parler, dire des choses intéressantes, il ne se passerait rien. Donc effectivement, dans votre métier, comme dans tous les métiers de service, si le client ne fait pas un pas et si le client n'est pas effectivement en responsabilité, comme vous l'êtes vous, parce que le mode de responsabilisation il est important, du consommateur comme du producteur, mais d'abord du consommateur. Et je l'ai évoqué spontanément en démarrage, ayant dormi dans un hôtel hier soir, à Corps en l'occurrence. C'est vrai que si on fait couler l'eau inutilement, c'est vrai que si on gaspille des serviettes, etc. Donc sans cette contribution du client, effectivement, on n'atteint pas en fait ses objectifs. Et donc tout le sujet, et dans la servuction, c'est vraiment l'ingrédient qu'on ne travaille pas et qu'on travaille peu, alors que c'est une source d'innovation extraordinaire. C'est-à-dire que la culture, c'est de dire comment je peux faire mieux de service, comment je vais travailler le support physique, comment je vais travailler le personnel en contact. On en a beaucoup parlé, et bravo Maryse, parce que souvent je suis un peu, je suis un peu dans l'expectative quand on va entendre des DRH, parce que le discours est souvent très lisse. Et là, moi, j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en pensez, qu'on avait une parole d'abord, je crois qu'il y avait une vraie lumière et une vraie chaleur, mais une parole qui m'a semblé vraie. Effectivement, il y a le personnel en contact, ça c'est évidemment important, mais il y a le client et dans son rôle et dans sa participation et sa responsabilisation. Et ce levier-là, il est fondamental. C'est pour ça que je parlais aussi pour les collaborateurs d'information, de prise de conscience et de pédagogie tout à l'heure. Je pense que je n'ai pas évidemment la baguette magique, mais c'est de continuer effectivement à le mettre en responsabilité. Mais ça, j'ai envie de dire dans tous les trucs, et je ne parlerai pas de mon opérateur télécom, mais je terminerai par là. Ça fera par rapport à votre question, moi je me souviens il y a quelques années avec Grenoble École de Management, on avait formé les acheteurs d'Orange à l'expérience client. Parce que dans le plan stratégique de Orange, je ne sais pas s'il y a des représentants d'Orange dans la salle, à l'époque, c'était d'aller au bout. Et donc c'était aussi d'embarquer les acheteurs. Et donc j'étais, 180 acheteurs en France. Ça a tellement bien marché, cette journée sur l'expérience client, que ça a été étendu à l'ensemble en fait, des acheteurs dans le monde. Je me suis trouvé d'ailleurs à vivre un truc qu'on vit improbable. J'avais tous les Africains Moyen-Orient. On me dit, tu vas intervenir en anglais. Super, je prépare tout en anglais. J'arrive. Puis il y a tout de suite un francophone, un Africain qui arrive, qui me dit, mais Benoît, c'est pas possible. Moi, je parle pas un mot d'anglais. En fait, la moitié parlait pas un mot d'anglais. Donc Benoît, il a switché du français à l'anglais pendant toute la journée. Je suis ressorti rincé, mais tellement content. Je suis arrivé, je balisais en me disant, mais ça va être quoi ce truc des acheteurs ? Ne faites pas de suppositions. Et en fait, j'ai vécu une des plus belles journées de ma vie en tant que formateur parce qu'il y avait, et c'est pas parce que vous êtes là que je le dis, mais un réel intérêt de ces acheteurs pour le sujet, comment accueillir, aller à la porte, l'accueillir, proposer un café, enfin tous les petits trucs dont on parle depuis 2 heures. Ouais. Et ça marche parce qu'en fait, ils prennent bien conscience eux-mêmes qu'ils ont envie de ces gens-là, comme tout le monde, de bien faire leur métier et que, au fond, on peut parler prix, etc. à un moment donné, mais c'est quand même plus simple, effectivement, quand on a installé une autre qualité de relation. Et donc, je faisais juste cette parenthèse, je voulais revenir sur les acheteurs, mais alors j'ai perdu le fil de mon idée, du coup. Ah oui, mon opérateur télécom que je ne citerai pas, qui est là en ce moment en train de vouloir me fourguer plus de gigas, mais ça va pas, quoi. C'est plutôt, Monsieur Miranda, comment je peux vous aider à rester dans les limites raisonnables des 130 gigas auxquels vous avez droit. Et vous voyez, on est en 2025 et ça va pas. Et là, on est rattrapé en tant que client et moi, j'en veux à mon opérateur, j'ai envie de lui dire, c'est pas ça le sujet, c'est pas que tu vas me fourguer 1 euro de plus ou 3 euros de plus de gigas, c'est aide-moi plutôt à moins consommer. Et je pense que effectivement, il n'y a pas que dans l'hôtellerie, je pense que dans tous les métiers autour, sauf que vous, effectivement, les hôteliers, vous êtes vachement sensibilisés à ces questions depuis très longtemps. Il y a longtemps que dans les hôtels, on voit, effectivement, on est informé en tant que client par rapport à ces sujets, serviettes les draps. Mais dans plein de métiers encore aujourd'hui, en 2025, on n'est pas encore dans cette posture-là. Et je pense que cette responsabilisation aussi de l'entreprise, on parlait du consommateur, mais on est vraiment dans cette co-responsabilisation de comment on génère des business models qui ne sont pas des business models
de toujours consommer plus. Et je terminerai par là, j'avais prévu d'en dire un mot. Moi, je suis lyonnais. À Lyon comme ailleurs, dans plein d'endroits, en fait, l'eau a été publicisée, c'est-à-dire c'est plus du privé, c'est du public qui. Et du coup, les collectivités mettent en place, en fait, vous le savez très bien, des tarifications. En fait, ils considèrent que j'ai un certain nombre de mètres cubes d'eau, c'est normal, c'est gratuit. Ensuite, il y a une tranche 2 où on considère que c'est un petit peu plus de confort. On fait une machine tous les jours, on prend 2 douches par jour en ce moment, ça on paye un peu plus. Et puis il y a la tranche vraiment ceux qui ont une piscine à remplir, eux ils payent encore plus cher. Bon, ça c'est devenu classique aujourd'hui. Effectivement, la tarification, quand on met la main en porte-monnaie, ça rend un petit peu responsable. Je parlais de l'immobilier d'entreprise tout à l'heure. Quand même, là on arrive un petit peu à faire pivoter nos clients. C'était pas en leur parlant de RSE, c'est un peu triste mais c'est comme ça, mais c'est en parlant de pépettes, et effectivement réduire les budgets, consommer moins de bureaux, consommer moins de carbone lié en fait à la transformation des espaces de travail. On arrivait à les sensibiliser à la RSE à travers en fait le budget et d'optimisation du budget. Et je refais le lien avec ce que vous disiez, c'est qu'il faut aussi être aligné. En tant que cliente de beaucoup d'hôtels, parce que je circule, on vous dit mettez vos serviettes et on ne vous les changera pas. Alors vous accrochez consciencieusement vos serviettes et on vous les change quand même. Donc il y a l'alignement, la cohérence. Dans toute conduite du changement, c'est indispensable. Dès qu'on commence à dériver, il y a une perte de crédibilité. En effet, mettre le client au travail, être dans la co-construction avec des lead users, je parlais des mutants, on peut avoir aussi ça. Et puis aussi, pourquoi je le ferais ? J'ai vu, alors si on reste sur l'hôtellerie, des petites récompenses. Si pendant 3 jours, il n'y a pas le ménage, vous avez droit à quelque chose. Il y a un moment, vous parliez de désir, il faut déclencher quelque chose. Voilà, dans tout changement, pourquoi je le ferai ? Et chacun a sa réponse. Et on n'a pas des réponses qui sont toujours morales, utopiques et merveilleuses. Elles sont des fois très, très concrètes et ça peut marcher. Une dernière question et on va conclure. Une réaction, Hélène. C'est juste une réaction plutôt. C'est toujours sur l'hôtel parce que je trouve que c'est très concret, c'est très pragmatique. La première question, c'est est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre de personnes qui gardent leurs serviettes ? Enfin, je veux dire, ce que je veux simplement dire, c'est que les chiffres, c'est aussi extrêmement puissant. Je ne me rends pas compte, est-ce qu'il y a 50% des voyageurs qui acceptent qu'on ne change pas leur drap tous les jours ? J'en sais rien. Et la deuxième chose, je trouve, c'est que sur ces sujets-là, moi, en tant que consommatrice, quand on me dit ça représente 10 arbres, une forêt, c'est très parlant. Et je ne suis pas sûre de l'avoir vu beaucoup dans les hôtels. J'ai voyagé beaucoup à une époque, mais ce n'est plus le cas. Voilà, je dis juste que parfois, il y a des choses simples à mettre, des évidences. Et je trouve que ça... Vous avez raison, il y a le nudge. Je venais ce matin à pied, là, ça vous est sûrement arrivé, là, du métro. Vous savez, il y avait le fameux truc pour déposer les mégots. Je ne suis plus fumeur depuis très longtemps. Et vous êtes plutôt Star Wars ou plutôt Marvel, en fait. Et les gens s'amusent. Donc la gamification, c'est intéressant. Moi, j'ai vu dans une boîte, je trouvais ça génial. C'est on va s'essuyer les mains. Il y a le truc électrique. Et puis, il y a effectivement les serviettes papier. Et en fait, ils avaient dessiné en fait, l'Amérique du Sud. Les serviettes étaient vertes. Et ça vous faisait bien comprendre à chaque fois que vous en preniez une que vous travailliez en faveur de la déforestation. Ouais, bref, moi, je crois au nudge. Alors, le nudge, c'est un truc, c'est vieux comme maintenant. Et dans les entreprises, dès qu'on commence à parler du nudge, j'en parlais avec un client, par exemple, pour éviter que les gens empruntent les ascenseurs. Vous savez, les fameux moins une calorie par les marches, etc. On est en 2025 et je trouve là aussi l'Europe du Nord, les anglo-saxons sont tellement en avance par rapport à nous, c'est des choses très simples, mais là aussi on est dans la participation du client. Et à un moment donné, osons, merci les designers, faisons du nudge. Un grand merci. Merci Isabelle. Merci je te laisse conclure. Non, mais je suis ravie de cette interaction et puis de cette idée très concrète. Mais le changement, je le disais en entrée, c'est tous les jours, step by step. Et ce n'est pas des grandes chartes. Il faut des chartes. Mais ce que moi, je vois toujours, et on parlait des managers de proximité, des salariés, c'est ce qu'on appelle la dissonance éthique. Ouais, j'ai rejoint cette entreprise parce qu'elle a des promesses environnementales, elle a des promesses de bien-être. Mais tous les jours, j'ai l'impression de ne pas faire ce pourquoi je l'ai rejointe, mes valeurs, et ce qu'elle me dit. Et ça, il faut le travailler. Je parlais d'alignement. La dissonance cognitive, c'est de la souffrance. La souffrance, c'est de la sous-performance. Et on revient à ce qu'on a dit, c'est qu'il y a un moment, toute organisation, j'ai travaillé avec le spectacle vivant, avec l'association sportive, elle a besoin de développer de la performance économique. Et la performance économique, ça ne veut pas dire la financiarisation. C'est créer des emplois, créer du développement, avoir des spectateurs dans la salle, avoir plus d'adhérents, etc.
Donc, oui, tu vois, voilà. Et c'est vrai que je trouve que tous ces témoignages rassemblés, ça montre qu'il y a des voies de passage, comme on dit maintenant, hein, c'est le grand mot, des voies de passage, dans un univers qui est quand même avec pas mal de choses trappes. Hein. Merci en tout cas à vous. Merci à vous 5. Et merci pour votre adaptabilité. Merci surtout.